je vais parler sur la littérature belge, parce que j'ai eu une chance d'étudier il y a très très longtemps, pendant un an, à l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Et à ce moment-là, je me suis intéressée à la littérature belge. Donc, attendez. Le titre de mon intervention est une question. Qu'est-ce que la littérature belge? Avez-vous une image claire de ce qu'est la littérature belge? Non. Savez-vous quels écrivains sont belges? La plupart d'entre vous ne pourraient probablement pas répondre. Les Japonais connaissent, par exemple, L'oiseau bleu de Maeterlinck, dans ses multiples traductions et adaptations, y compris en dessin animé, mais sans savoir que l'auteur est belge. A Dog of Flanders, c'est une image incroyablement populaire au Japon, dont l'histoire se passe à Anvers. C'est le roman d'une auteure anglaise, Ouida. Si on parle de BD, Tintin est bien connu, mais comme un personnage international. Je vais donc parler de la difficulté de définir le cadre précis de la littérature belge. Cette difficulté trouve son origine dans la situation linguistique et l'histoire politique et sociale du pays. Après une longue période de domination par diverses puissances européennes, la Belgique indépendante est née en 1830 en se séparant des Pays-Bas. Le français était à cette époque utilisé comme langue officielle par la classe dominante dans la Belgique entière. Le mouvement politique du peuple flamand, néerlandophone, au nord du pays autour de 1900, puis les réformes successives du système politique au XXe siècle ont transformé la Belgique, qui est actuellement un État fédéral et plurilingue, avec une région francophone au sud, une région néerlandophone au nord, et en outre une petite région germanophone à l'est. Bruxelles, la capitale et le centre culturel le plus important, est une région bilingue dont les langues officielles sont le français et le néerlandais. Le sujet de ma communication est donc la littérature francophone de Belgique. Nous allons d'abord situer la Belgique dans l'ensemble de la littérature francophone. Ensuite, nous examinerons brièvement l'évolution de la littérature francophone de Belgique avec un arrière-plan du système politique et social. Enfin, nous parlerons de sa situation actuelle. Lorsqu'on parle des littératures francophones, il est impossible d'ignorer leurs relations avec la France. Voire Paris, centre indubitable de la littérature de langue française. Pour ce faire, nous allons nous référer au modèle gravitationnel du système solaire développé par Jean-Marie Klinkenberg, professeur honoraire de l'Université de Liège. C'est seulement une image. Ce modèle donne un fondement théorique à notre analyse. Le Soleil est bien entendu la France, voire Paris. Les planètes qui tournent autour du Soleil sont des pays ou lieux francophones périphériques. Selon Klinkenberg, ces autres corps célestes voisins subissent chacun le même type de force et tournent d'ailleurs dans le même sens autour du point central, de sorte qu'on ne peut envisager de rapport direct entre corps. Les relations que ces derniers entretiennent entre eux dépendent de celles qu'ils entretiennent avec le corps central. De la même manière, les relations entre littératures périphériques sont déterminées par les liens qu'elles nouent toutes avec la littérature centrale. Il y a peu de contact direct entre littératures périphériques. La planète sur l'orbite la plus proche du Soleil sont la littérature francophone de Belgique
et celle de Suisse romande, qui sont contiguës à l'ensemble français et aux terres de francité traditionnelles. Ensuite, sur une autre orbite plus éloignée du Soleil, on trouve les littératures québécoises, acadiennes et antillaises. Il s'agit de régions non contiguës, mais de francité traditionnelle. Plus loin se trouve encore une orbite sur laquelle tournent les littératures des pays colonisés par la France et la Belgique, c'est-à-dire les littératures d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, des zones non contiguës où le français s'est superposé à d'autres langues. L'évolution de chaque littérature au sein d'un tel système dépend des facteurs historiques qui lui sont propres. Ces facteurs provoquent des forces centripètes qui attirent vers le soleil, c'est-à-dire une volonté d'assimilation à la France, ou des forces contiguës, ou des forces centrifuges qui éloignent du soleil, c'est-à-dire une volonté de différenciation par rapport à la France. Dans le cas de la Belgique, l'intensité relative de ces forces opposées permet de diviser l'histoire littéraire en 3 périodes. D'abord, depuis l'indépendance de l'État jusqu'au début du XXe siècle, et plus précisément de 1830 à 1920, c'est l'époque de la phase centrifuge, où les Belges ont poursuivi l'indépendance de leur propre culture, un art autonome et une littérature véritablement belge en langue française. Ensuite vient la phase centripète entre 1920 et 1960, où l'on désire l'assimilation à la France. Il s'agit d'une littérature française en Belgique. Enfin vient la troisième époque, la phase dialectique à partir de 1960. Examinons plus concrètement ces 3 époques. Pendant la première période, la phase centrifuge, la littérature belge est presque exclusivement en langue française. L'exaltation du nationalisme et l'influence du romantisme toutefois poussent les Belges à une création littéraire originale, par exemple dans les romans folkloriques ou historiques. Il faut remarquer en particulier Charles de Coster, qui est aujourd'hui considéré comme un précurseur et un des grands représentants de la littérature nationale de Belgique. Il écrit des contes et nouvelles basés sur les légendes flamandes. Son œuvre phare, La légende du Respiegel, son pré-titre est en fait beaucoup trop long, paraît en 1867 et raconte l'histoire de l'insurrection des Flamands contre l'oppression espagnole du XVIe siècle, en y mélangeant des personnages et des épisodes de fiction. De Coster emprunte le nom du personnage principal, Till Eulenspiegel, à un bouffon d'une légende germanique au Moyen-Âge. Mais le Till de Coster est devenu un héros populaire du nationalisme belge. Dans les années 1880, la tendance à l'autonomie de la littérature belge atteint son sommet. Des jeunes gens issus de familles bourgeoises aisées, avec un arrière-plan, la révolution industrielle et le développement du capitalisme, recherchent l'innovation artistique et littéraire. Ils introduisent des nouveaux courants artistiques venus de Paris, entre autres le symbolisme, mais en y ajoutant leur propre originalité. Vis-à-vis de la France, c'est l'esprit nordique ou germanique, inspiré par le mysticisme nordique, le romantisme germanique, ou encore le pré-raphaélisme anglais. Les écrivains de cette époque sont d'ailleurs souvent originaires de Flandre. Le poète Émile Verhaeren, Georges Rodenbach de Bruges-la-Morte sont gantois, ainsi que Maurice Maeterlinck. Péléas et Mélisande est célèbre grâce à son adaptation à l'opéra par Debussy,
mais le texte original de la pièce de théâtre de Maeterlinck comprend beaucoup d'idées provenant de la mythologie germanique. C'est surtout l'exotisme nordique et le symbolisme belge qui lui a valu son grand succès en France. Et passons à la phase centripète, entre 1920 et 1960. Et cette phase est marquée par l'officialisation de la langue néerlandaise et par le fait que les écrivains flamands renoncent de plus en plus à écrire en français. Ils vont former le cadre de la littérature flamande. Les écrivains qui continuent à écrire en français n'ont dès lors plus de raison de s'identifier à l'esprit flamand, nordique et germanique. Un moment charnière est la publication en 1937 du manifeste du groupe du Lundi, signé par un groupe d'écrivains rassemblés autour de Frans Helens, qui rejette le régionalisme étroit de la littérature belge en français et souhaite leur assimilation à la littérature française. Ce sont par exemple Michel de Gerderode et Marcel Thierry, tous les deux comme Helens, des auteurs de contes et romans fantastiques. Georges Simenon a atteint une notoriété mondiale. Henri Michaud, surréaliste et cosmopolite, a exprimé son identité non belge. Marguerite Yourcenar est devenue la première femme membre de l'Académie française. Après 1960, nous entrons dans la phase dialectique. Le renforcement de l'autonomie politique des régions et des communautés, principalement divisées selon les langues officielles, a fait de nouveau apparaître la problématique de l'existence d'une littérature belge de langue française, cette fois à côté de la France et en même temps à côté de la communauté flamande néerlandophone. Sa définition reste pourtant difficile. La littérature néerlandophone a déjà constitué sa propre littérature flamande, qui pourrait correspondre par rapport à la littérature néerlandophone à ce qu'est la littérature québécoise par rapport à la littérature française. La littérature belge en langue française ne peut pas se donner un nom géographique, car le centre de l'activité littéraire est Bruxelles, mais cette ville n'est pas exclusivement francophone. Tout en admettant cette réalité, des écrivains et des intellectuels cherchent une belgitude, un terme inventé et imitant les mots négritude ou féminitude, à l'époque à la mode. Le bocal est proposé en 1976 par le sociologue Claude Jabot dans son article intitulé « Y a-t-il une belgitude ?» La forme interrogative de la phrase est significative. Jabot voulait par ce mot exprimer à la fois la difficulté et la volonté d'être belge. La discussion continue et en 1980, dans un numéro spécial intitulé « La Belgique malgré tout », ce titre aussi est significatif. De la revue de l'Université de Bruxelles, Marc Kageber soutient cette terminologie et considère la littérature en français de Belgique comme l'identité en creux, autrement dit, l'exil intérieur, et qui porte en lui sa propre négation. Les limites et les ambiguïtés de la notion de belgitude sont très vite reconnues, avant tout par Kageber lui-même. La notion de belgité est alors proposée à la place de belgitude. Mais quelle est la différence? Les deux termes sont un peu intraduisibles en japonais. Selon les chercheurs belges, la belgité est la belgitude sans souci. On n'y demande plus de choisir entre la littérature française et la littérature belge, ni entre le centrifuge et le centripète, ni de faire un choix ici ou ailleurs. Mais on se situe ici et partout. C'est l'autonomie à la carte. On écrit en français, c'est tout. On habite en Belgique ou n'importe où, et on publie à Paris ou n'importe où. On ne nie pas l'identité belge, mais on n'étale pas son exotisme. Les écrivains Jean-Philippe Toussaint et Amélie Nothomb
qui ont d'ailleurs, par une forte relation avec le Japon, sont représentatifs de cette nouvelle situation. Et Toussaint est connu par ses romans salle de bain, à la salle de bain, et caméra et autres, au style minimaliste et à l'humeur originale. Faire l'amour est un roman qui se déroule au Japon. Presque toutes ses œuvres sont traduites en japonais et par le traducteur Kan Nozaki, et ils reconnaissent un grand succès. Noton a passé son enfance au Japon avec son père diplomate. Et parmi ses nombreux romans, il y en a plusieurs qui racontent ses expériences au Japon, par exemple Stupeur et tremblement, Ni Dev ni Dadam, ou encore La nostalgie heureuse. Ces livres ne sont malheureusement pas encore suffisamment traduits en japonais. Le fait que ces deux écrivains soient récemment entrés à l'Académie royale de Belgique est intéressant parce que leur identité semble plutôt apatride. Chacun se déclare simplement un écrivain francophone. Et on revient au système solaire. Et nous avons vu que l'on ne peut envisager de rapport direct entre corps. Mais aujourd'hui, la gravitation du Soleil semble de plus en plus affaiblie et les contacts automatiques et directs entre les planètes s'activent. C'est Amélie Nothomb encore. Pour terminer, notons encore une autre tendance actuelle de la littérature francophone de Belgique. C'est le franchissement des frontières dans tous les sens. D'abord, le travail translinguistique, copublication d'écrivains flamands et francophones avec traduction mutuelle. La coopération des créations théâtrales est notamment très active. Puis, le travail transnational qui reconnaît la force de la littérature des immigrés ou étrangers. Enfin, le franchissement des genres. Ce sont les écrivains qui pratiquent d'autres genres artistiques, comme Toussaint qui est aussi cinéaste, et ceux qui collaborent avec les arts visuels, la musique ou les arts plastiques. Les limites même de la littérature deviennent floues. Il reste encore la question de la légitimation des prix littéraires, les maisons d'édition ou les subventions. En Belgique, il y a par exemple le prix Victor Roussel, grande édition comme Labor avec la collection de Espace Nord, etc. Mais en réalité, les écrivains souvent publient leurs œuvres chez les éditions de Paris pour entrer dans une grande marché de la littérature francophone et peut-être peuvent avoir plus de possibilités d'entrer plus de possibilités d'être traduite et de devenir une littérature monde. Merci de votre attention. Merci beaucoup.